Amis de la physique, bonjour. Cette fois-ci, un exercice concernant la synthèse et toutes les questions qui tournent autour de la synthèse. En fait, c'est un exercice ultra complet que l'on retrouvera en terminale et peut-être au bac, en tous les cas certaines questions. Voilà, un exercice ultra complet où en fait on a une quantité de matière de cyclopentanol que l'on introduit dans un ballon avec du permanganate de potassium et un large excès d'acide chlorhydrique, puis quelques grains de pierre ponce. On chauffe à reflux pendant 15 minutes et on obtient en fait une cétone. Donc l'alcool s'est oxydé par le permanganate. On obtient donc la cyclopentanone. Et on demande ensuite tout un tas de questions que l'on va répondre tout de suite. Tout d'abord, la première question, c'est donner la formule semi-développée du cyclopentanol et d'entourer le groupe fonctionnel. Alors, cyclopentanol, c'est donc un groupe cyclique, pentane avec 5 carbones, et ol, donc c'est un alcool, il y a un groupe OH, voilà, qui est positionné sur un des carbones. Donc ici, on ne numérote pas le carbone sur lequel est porté le OH, puisqu'en fait, ce sera forcément le numéro 1, puisqu'il n'y en a qu'un. Le groupe fonctionnel, c'est lui. Son nom, c'est un groupe hydroxyle. Voilà, pour répondre à la première question. À quelle classe fait partie cet alcool? Eh bien, un alcool est secondaire, puisque le carbone ici présent, qui porte le groupement OH, est attaché à un de carbone. Donc, ça fait partie de la famille des alcools secondaires. Ensuite, donner la formule topologique du cyclopentanone, de la cyclopentanone, c'est-à-dire de l'oxydation de cet alcool. Eh bien, la cyclopentanol fait apparaître ce groupement qui est ici, qui est un groupe carbonyle. Groupe carbonyle dû à l'oxydation de OH. Le reste, on voit bien que c'est bien une forme topologique. Il n'y a aucun atome de carbone. La chaîne carbonée n'est pas représentée, et ni les hydrogènes reliés à ces carbones. Voilà. Question 4. Quel test peut-on effectuer à la fin de la synthèse pour montrer que l'on a bien fabriqué le produit de la réaction, c'est-à-dire la cyclopentanone? Eh bien, la cyclopentanone étant une cétone, on la révèle à partir de la DNPH qui va montrer la présence du groupe carbonyle, de ce fameux groupe C-O. Je rappelle, voilà ce qui se passe, le test à la DNPH. On met de la DNPH et quelques gouttes justement ici du produit de la réaction et normalement on doit obtenir un précipité que l'on voit bien ici, un précipité orange de dinitrophénylhydrazone. Mais ce n'est pas tout parce que ce test-là permet de montrer le groupe carbonyle. Mais le groupe carbonyle, il est présent aussi dans la famille des aldéhydes. Donc pour montrer que l'on n'a bien qu'une cétone, eh bien on va faire un test à la Likert-Fehling. Le test à la Likert-Fehling, si on a affaire à un aldéhyde, la Likert-Fehling va devenir rouge. On obtient un précipité rouge brique que l'on a ici, dans le cas des aldéhydes. Donc nous, dans le cas de l'acétone, il faut que ce test soit négatif, c'est-à-dire que la Likert-Fehling reste bleue. C'est ce qui se passera ici. Voilà, donc les deux tests permettent de démontrer que l'on a affaire à une cétone. L'un doit être positif, l'autre négatif. Composé donc bien de la famille des cétones. Pourquoi chauffe-t-on à reflux et quel est le rôle de la pierre ponce? Alors pourquoi chauffe-t-on à reflux? Chauffe-t-on à reflux? Il y a une idée de chauffage et une idée de reflux. Alors, chauffage à reflux, deux choses. Chauffage, accélérer la réaction. D'accord? Normalement, elle ne nécessite pas de chauffage, mais elle demanderait beaucoup de temps pour se réaliser. Donc ça accélère la réaction. Et à reflux, ça permet de ne perdre ni aucun réactif, ni aucun produit de la réaction. Ainsi, le milieu réactionnel reste inchangé. La pierre ponce, maintenant, son rôle, c'est de réguler l'ébullition, c'est-à-dire d'avoir des petites bulles, des bulles toutes petites, et d'éviter les grosses bulles qui, en fait, vont éclater et mettre des réactifs loin les uns des autres, les éloigner d'une part, et puis éclater
c'est-à-dire aussi en mettre un peu de partout sur les parois du ballon par exemple, voire du réfrigérant. Voici donc ce fameux chauffage à reflux, qui est un montage ultra classique, où on va devoir donner une légende. Alors en 1, on a le réfrigérant à boule, qui est très caractéristique parce qu'on voit ces espèces de sphères. Réfrigérant à boule par rapport à un réfrigérant droit offre une surface de contact avec le liquide réfrigérant ici qui est de l'eau, beaucoup plus grande. Donc ça permet de condenser beaucoup plus les vapeurs qui pourraient s'élever du milieu réactionnel. En 2, on a donc le ballon. En 3, le chauffe-ballon. En 4, la sortie d'eau. Et en 5, l'entrée d'eau. L'eau rentre par le bas et ressort par le haut. D'accord ? De façon à ce que tout le liquide entoure bien le réfrigérant à boule. Il nous reste le 6, c'est donc le milieu réactionnel, et 7, le support élévateur. Voilà le montage complet. Justement, ce support élévateur, on me pose la question, pourquoi le chauffe-ballon est-il placé sur un support élévateur? Alors c'est une question que j'ai rajoutée ici parce qu'elle intervient très souvent plutôt dans les questions de type ECE. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous retrouvez devant à fabriquer un chauffage à reflux, et il faut bien ne pas oublier de mettre le support élévateur en position haute avant de commencer. Alors, pourquoi ce support élévateur qui est ici est en position haute? Eh bien, en fait, c'est un élément de sécurité. Il va permettre de stopper rapidement le chauffage en cas d'emballement, en cas de surchauffe, d'explosion, si ça va vraiment très loin. Alors, comment? Eh bien, en fait, en descendant le support élévateur vers le bas, je désolidarise mon chauffe-ballon qui va se mettre à descendre. Comme le ballon est tenu à ce niveau-là, le ballon va rester suspendu en l'air pendant que le chauffage descend. Ainsi, le ballon se retrouvera à l'air et plus en train de chauffer. Pourquoi fait-on ça? Eh bien, en fait, donc je vous ai dit c'est un élément de sécurité, mais c'est surtout parce que le chauffage est électrique et donc on a un problème d'inertie. Quand on coupe un chauffage électrique, eh bien ça continue de chauffer pendant un certain temps. Et nous, on veut que ça s'arrête tout de suite. Voilà. Question maintenant qui se réfère plutôt à notre expérience. Pour montrer que la réaction qui a lieu est bien celle qui est donnée dans l'énoncé. Alors pour cela, c'est une réaction d'oxydoréduction. Donc je fais intervenir les couples redox. On a le couple MnO4- Mn2+. Et l'autre couple, eh bien, la cyclopentanone, cyclopentanol. Premier couple, les demi-équations électroniques, MnO4- va donner Mn2+. Et donc on a 4 O4, donc il me faut 4 OH- H2O pardon, pour faire amener 4 oxygènes. 8 hydrogènes vont arriver à ce niveau-là, donc il me faut 8 H+, et compléter ensuite avec des électrons pour obtenir l'équilibre des charges, 5 électrons. Ensuite, de l'autre côté, eh bien ici on a bien la cyclopentanol, le cyclopentanol, je l'ai mis dans le bon sens, de façon à ce que ensuite puisse faire ensuite une addition membre à membre, va me donner de la cyclopentanone avec 2 électrons plus 2 H+. On remarque que la première équation va apporter 5 électrons, on nécessite 5 électrons, MnO4- va capter 5 électrons, alors que la deuxième n'en donne que 2. Donc, comme je dois avoir autant d'électrons donnés par le réducteur que acceptés par l'oxydant, il faut que je multiplie la première par 2 et la deuxième par 5. Ainsi, il y aura 10 électrons échangés. Je vais faire une addition membre à membre. Donc la deuxième multipliée par 5, ce qui me fait 5 C5H10O. La première multipliée par 2, donc plus 2 MnO4-, 16 H+, les 10 électrons qui vont s'éliminer. De l'autre côté, j'aurai 5 C5H8O, 10 H+, qui viennent d'ici, 2 MnO4, 2 Mn2+, je vais y arriver, et 8 H2O.
On voit que l'on a donc des hydrogènes H+ de chaque côté, on va donc les simplifier, et l'équation bilan se termine par celle-ci, qui est donc effectivement l'équation donnée par l'énoncé, et heureusement d'ailleurs. Voilà. Place maintenant à la partie numérique de l'exercice, qui consiste à finalement calculer le rendement de cette équation, de cette synthèse. Donc on me demande d'identifier le réactif limitant. Alors pour cela, je fais un tableau d'avancement. Donc à l'état initial, on nous donne les espèces directement en mol, ce qui m'arrange. Si elles ne le sont pas, eh bien il faudra les calculer et obtenir des mols. Donc généralement c'est le cas, le permanganate c'est une solution, donc on donnera sans doute une concentration et un volume. La cyclopentanol, le cyclopentanol est un liquide pur, donc on pourra donner un volume, on pourra prendre par exemple 10 ml de cyclopentanol et donner la masse volumique ou la densité du cyclopentanol, et il faudra donc le calculer. Mais ce n'est pas le cas ici, l'exercice est un peu plus simple, 17,8 mmol, donc 17,8 10-3 de cyclopentanol, et 20 10-3 de MnO4-. H+ est en excès, on obtient bien sûr à l'état initial pas encore de cyclopentanol, ni de Mn de plus. 8H2O, eh bien c'est soit j'écris solvant, soit j'écris en excès, puisque le MnO4- qui est un ion, arrive avec de l'eau, bien sûr, c'est une solution. L'étape intermédiaire, eh bien, je vais avoir 17,8 10-3 moins 5x, puisqu'il faut 5 pentanol pour 2 MnO4-. Donc justement, dans la deuxième case, ça fera 20 10-3 moins 2x. On a toujours excès. Ici, ça formera 5x de cyclopentanone, 2x de Mn de plus, et H2O est toujours en excès ou solvant. Et ensuite, je n'ai plus qu'à mettre la même ligne, mais en mettant Xmax à la place. Donc on a 17,8 10-3 moins 5Xmax, 20 10-3 moins 2Xmax, et ça donne 5Xmax de cyclopentanone et 2Xmax de Mn de plus. Pour trouver le réactif limitant, eh bien, toujours même principe. Je vais supposer que MnO4- est réactif limitant, ce qui veut dire que donc 20 10-3 moins 2Xmax, que j'appelle Xmax 1 égale 0. Je calcule Xmax 1, ce qui me fait 10,0 10-3. D'accord. Je fais la même chose en supposant que c'est le cyclopentanol qui est réactif limitant. Alors ça me donnera 17,8 10-3 moins 5Xmax 2 égale 0. C'est lui qui arrêterait la réaction. J'en déduis Xmax 2 qui me donne 3,56 10-3. On voit que Xmax 2 est plus petit que Xmax 1. C'est donc le cyclopentanol qui arrête la réaction, puisque c'est le nombre le plus petit de Xmax. 3,56 10-3 est plus petit que 10 10-3. Et j'en déduis donc la valeur de Xmax qui vaut 3,56 10-3 mol. Voilà pour répondre à la question 10. Enfin, calculer le rendement de la synthèse. Et pour cela, il me faut la formule. Le rendement, c'est le nombre de moles du produit formé de manière expérimentale que l'on me donne. Voilà, on me dit, voilà, dans ma synthèse, j'ai obtenu tant de moles de cyclopentanone par rapport au nombre de moles que j'aurais dû obtenir d'après le tableau d'avancement maximal en théorie. Donc ça me donne ce que j'ai appelé N expérimental sur N max. Alors, d'après le tableau d'avancement, le nombre de moles maximal de cyclopentanone que l'on doit obtenir, eh bien, il est de 5x max, donc c'est-à-dire 5 fois 3,56 10-3, c'est-à-dire 1,78 10-2 mol. Et l'énoncé me dit qu'en fait, on a obtenu 1,24 g de cyclopentanone en réalité. Donc de cette masse, je vais en déduire le nombre de moles, donc la masse divisé par la masse molaire de cyclopentanone me donnera le nombre de moles de cyclopentanone obtenu réellement par l'expérience, c'est-à-dire 1,48 10-2. Et d'après ma formule du rendement, que l'on a ici, eh bien,
j'obtiens 1,48 10-2 divisé par 1, 78 10-2, c'est-à-dire 0,83, 83%. Mon rendement est de 83%. Pour diverses raisons, elle peut être loin de 100% à cause des problèmes expérimentaux, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à tout extraire, ou alors ça peut être aussi que la réaction est partiellement limitée. Voilà. Eh bien, il me reste à vous quitter et à vous souhaiter bonne révision autour de cet exercice de synthèse. Hein. Ils se construisent à peu près tous de la même façon. Bien sûr, ce qui va changer, c'est l'équation de la réaction. Mais sinon, on se retrouve toujours avec les mêmes questions au départ et on se retrouve aussi avec un tableau d'avancement et un rendement. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une autre aventure. Au revoir.